Votre santé, votre magazine du jeudi sur BFM Lyon. Bienvenue, nous sommes le 4 février, aujourd'hui journée mondiale contre le cancer. Pour en parler, justement, notre invité ce soir, c'est Jean-Yves Blé, directeur général du Centre Léon Bérard. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, comme chaque semaine, notre expert santé sur BFM Lyon, Pascal Auclair, le rédacteur en chef du magazine Ma Santé. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. On va parler évidemment de cette journée mondiale contre le cancer dans ce magazine, mais d'abord, on ne change pas les habitudes, Pascal. On va débuter avec votre objet de la semaine. C'est un livre, cette semaine, Le secret des performants, écrit par une Lyonnaise. C'est ça. Alors, on change un petit peu les habitudes, parce que d'habitude, c'est un objet. Bon, je me suis dit, on va varier un peu les plaisirs. Et désormais, assez régulièrement, je vous présenterai un ouvrage qui vient de sortir et qui a une vraie valeur ajoutée pour tous ceux qui s'intéressent à la santé au sens large. Et effectivement, Le secret des performants, c'est écrit par une scientifique lyonnaise qui est à la tête du centre Psyrène. Elle est spécialisée en neurosciences. Elle est très pointue, notamment sur ce que l'on appelle les phylocognitifs, c'est-à-dire les enfants précoces. Et là, elle a écrit cet ouvrage sur les performances, c'est-à-dire ces personnes qui n'ont pas forcément un QI super élevé, mais qui en revanche sont capables de développer des facultés intellectuelles qui font qu'elles sortent de la norme. Fanny Nussbaum, elle s'appelle, son ouvrage, il est là, et donc elle a rencontré 16 super performants. Alors ils sont issus de plein milieu, de la mode, de la culture, du sport, du business, et tous ils racontent un petit peu comment ils sont capables justement de sortir du lot et donc d'arriver à une plénitude intellectuelle et aussi professionnelle. Ça vaut à peine 18 € l'ouvrage et c'est passionnant, donc Le secret des performants. De Fanny Nussbaum. N'hésitez pas donc si vous avez envie de lire ce week-end à la maison. Jean-Yves Blé, on en vient à l'interview de la semaine. Le dossier de la semaine, cette journée mondiale contre le cancer, maladie, on le rappelle, qui est la première cause de décès chez les hommes en France, la deuxième cause chez les femmes. Quelques chiffres peut-être avant de commencer ensemble. Il existe aujourd'hui plus de 200 types de cancers. En 2018, 382 000 nouveaux cas détectés en France, près de 160 000 morts. En pleine pandémie, à l'heure où le Covid actuellement, Jean-Yves Blé, prend toute la place dans l'actualité depuis presque un an maintenant. C'est important aussi cette journée, il ne faut pas oublier les autres maladies. Ah oui, absolument. Surtout que l'impact du Covid sur la prise en charge des patients atteints de cancer a été multiple. D'une part, ce sont des patients qui sont plus fragiles, qui vont faire des complications plus notables ou plus fréquentes en tout cas que dans la population générale. Puis d'autre part, il y a un problème effectivement de l'utilisation du système de santé principalement au service des patients soignés pour un Covid. Et donc parfois les patients ont eu du mal à venir consulter et avec des retards et des diagnostics dans d'autres pays, mais également dans tous les pays d'Europe. Il y a certains patients, vous parlez de ces retards avec cette crise, qui peut-être ne viennent plus aussi facilement se faire dépister, se disent les hôpitaux sont débordés aujourd'hui, non c'est pas grave, je vais attendre encore à la maison et du coup prendre du retard dans la détection de cancer qui pourrait sauver des vies aujourd'hui. Oui, il y a ça. Alors ça a un peu disparu. C'était surtout sur le premier confinement où les patients n'ont pas souhaité venir. Enfin, les sujets qui se connaissaient porteurs d'un problème, mais qui n'avaient pas de diagnostic encore, n'ont pas osé venir parce que le système de santé était embouteillé, pensait-il, et puis ils avaient peur d'attraper le Covid. Ça a changé maintenant. Donc, des retards dans les traitements, dans les opérations, en revanche. Des retards diagnostiques et donc des retards dans les interventions chirurgicales, effectivement. On a d'ailleurs du mal à le mesurer. Ça a changé. Il y a une perception maintenant qu'il faut effectivement consulter. Donc c'est en train d'être rattrapé. Mais pour autant, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a observé et qu'on continue à observer en partie. Ouais. Et est-ce que vous observez justement depuis le début de cette pandémie une létalité plus forte auprès des patients cancéreux? Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre? Alors, les précautions sont celles qu'on doit tous prendre. Il faut vacciner ces patients dès qu'on le pourra. Pour l'instant, c'est encore un peu difficile. Il faut être très vigilant sur effectivement le risque de contamination, car ils sont plus à risque de développer des complications graves et des hospitalisations en réanimation. Aujourd'hui, par rapport au cancer, quelles sont les pathologies les plus fréquentes? Quels sont donc ces cancers qu'on retrouve le plus souvent? Est-ce qu'il y a de nouvelles typologies de personnes peut-être qui sont aussi touchées par ces cancers? On parle notamment des femmes qui sont beaucoup plus impactées que par le passé. Alors, clairement, le cancer dans notre pays, dans les pays occidentaux, c'est 4 grandes pathologies. C'est le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer du côlon et le cancer du poumon. Et le cancer colorectal. Donc ces 4 pathologies représentent une large fraction des patients atteints de cancer. Mais ces 4 groupes
Et ce sont des maladies très différentes à l'intérieur de chacune de ces maladies. On a des cancers du sein, on a des cancers colorectaux, on a des cancers du poumon. Et cette fragmentation, c'est le moment actuel dans lequel on est de la cancérologie, qui est celui d'une cancérologie très personnalisée. En fait, beaucoup de cancers sont des maladies assez rares, au fond, et ce qu'on pensait être avant relativement homogène, tel que le cancer du poumon, est en fait probablement une dizaine, une vingtaine, une trentaine de maladies différentes. L'évolution des mœurs, le fait par exemple que les femmes fument beaucoup plus, est-ce que ça justement, ça a une incidence directe sur le taux de cancer du côté des femmes ? Ça, c'est clair que le tabagisme, il y a quelques années, féminin, a augmenté mécaniquement le nombre de cancers du poumon observés chez la femme, qui est devenu dans certains pays, d'ailleurs, le premier cancer, première cause de létalité par cancer, plutôt. Ça, c'est quelque chose qu'on a observé, qui est un phénomène sociologique qui tend plutôt à s'atténuer, en particulier dans notre pays, où ça redescend un peu, même si le président de la République l'a dit ce matin, il faut travailler sur la réduction du tabagisme chez les jeunes, notamment. Justement, vous parlez des déclarations du chef de l'État aujourd'hui. Il a demandé une génération sans tabac pour ceux qui auront 20 ans en 2030. Des avertissements également plus visibles contre l'excès d'alcool sur les bouteilles pour passer, selon lui, de 150 000 à 100 000 cancers par an, les cancers dits évitables. Ça marche, ces stratégies de communication visibles, vous l'avez constaté, vous, on sait notamment sur les paquets de cigarettes depuis plusieurs années. C'est une communication qui fonctionne ? Pas assez. Ça marchait. Il y a une diminution, un nombre croissant de patients, de sujets qui viennent arrêter de fumer, qui viennent se faire aider par des tabacologues. Donc ça fonctionne, mais ça fonctionne pas assez. Il faut aller encore plus loin. Il va pas assez loin aujourd'hui dans ces déclarations. Mais je pense que le principe de cette stratégie décennale et du plan décennal qui a été annoncé, c'est justement d'aller plus loin. On a vu que les méthodes classiques ont obtenu des effets significatifs, mais qu'on plafonne. Parce que c'est plus compliqué que ça. Il ne suffit pas de savoir que le tabac cause le cancer pour arrêter. Il faut d'autres choses, et notamment chez les plus jeunes, notamment chez les enfants et les adolescents. Et là-dessus, c'est des stratégies complètement innovantes qu'il va falloir mettre en œuvre, et c'est un des projets sur les 10 prochaines années, et c'est un projet à la fois réalisable et qui est assez enthousiasmant. Quelle stratégie, justement, vous qui êtes au quotidien, qui étudiez cela au quotidien, comment on convainc aujourd'hui les jeunes de ne pas commencer à fumer ? Je crois qu'il n'y a pas de réponse univoque à votre question. Je pense que ça serait intéressant d'en avoir une, mais malheureusement, ça va être le travail de nos prochaines années, de trouver la bonne manière pour éradiquer et avoir vraiment une génération zéro tabac. La recherche avance, il y a beaucoup d'efforts qui sont réalisés dans ce sens, beaucoup d'argent aussi mis dans la recherche. Aujourd'hui, est-ce qu'on ressent vraiment que ces efforts payent ? Est-ce qu'il y a certains cancers que l'on guérit beaucoup plus facilement? Est-ce qu'on a des chances de rémission beaucoup plus élevées? On est en train de vivre vraiment une révolution complète. C'est-à-dire que ce que l'on comprenait du cancer il y a 10 ans, on n'a plus rien à voir avec ce que l'on comprend maintenant. Et surtout, on a des traitements très spécifiques pour certains sous-groupes de ces maladies qui marchent de manière absolument remarquable et qui rendent curables des patients qui n'étaient pas curables il y a quelques années. Et les exemples se multiplient. Simplement, ce n'est pas un grand groupe. Ça ne va pas être les cancers du poumon. Ça va être un petit groupe à l'intérieur de chacune des pathologies. Donc, on progresse, mais on progresse énormément. L'immunothérapie, notamment ? L'immunothérapie en particulier, mais pas exclusivement. L'immunothérapie était là aussi une révolution majeure pour un grand nombre de cancers. Justement, sur l'immunothérapie, l'Institut de cancérologie des Hospices civils de Lyon travaille au quotidien, on le sait, sur cela. Il y a plusieurs projets, je crois, de recherche qui sont en cours encore pour cette année 2021. Vous pouvez nous en parler ? Alors, il y a plusieurs types de projets qui se mettent en place. Globalement, les projets d'immunothérapie sont dans différentes dimensions. L'approche de l'immunothérapie actuelle, c'est le traitement le plus précoce possible des patients, notamment en situation de première ligne, en phase métastatique, mais également en situation adjuvante. Et tant aux Hospices civils de Lyon qu'au Centre Léon Bérard, nous avons des protocoles, d'ailleurs les protocoles sont en règle générale communs, qui se développent et qui permettent de donner ces traitements très tôt chez le patient, pour non seulement traiter longtemps, mais également prévenir l'apparition de rechutes, et dans un grand nombre de maladies, en fait, probablement l'immunothérapie marche dans à peu près tous les cancers, mais seulement sur une fraction des patients qu'on est en train de comprendre. Aujourd'hui, vous l'évoquiez avec Pascal à l'instant, on arrive à guérir d'un cancer, un cancer qui est diagnostiqué tôt. Il faut garder espoir. On peut guérir aujourd'hui, on ne meurt pas forcément d'un cancer. La très grande majorité des patients qui sont traités pour un cancer, d'ailleurs vous avez rappelé les chiffres, 382 000 nouveaux cancers par an, 160 000 décès. La majorité des patients qui sont traités pour un cancer vont guérir. Et les chiffres s'améliorent au fil du temps d'ailleurs. Donc je crois qu'il y a toute raison de garder espoir, oui. Eh bien c'est sur cette note-là qu'on va terminer cette interview. Merci à vous Jean-Yves Blé. Demain, Pascal, également demain vendredi, journée nationale
nationale de prévention du suicide. Chaque année, en France, environ 8000 personnes se donnent la mort prématurément. Oui, c'est un fléau, encore plus actuellement. C'est un sujet d'actualité aussi parce qu'il y a énormément de problèmes psychologiques qui se développent avec la pandémie, les problèmes de confinement et ce stress ambiance, côté anxiogène qui pèse un peu à tout le monde. Et effectivement, on constate de plus en plus de tentatives de suicide. Donc, si vous avez un mal-être, si vous êtes stressé, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si vous sentez que vous perdez pied, vous avez des solutions. Vous avez notamment des numéros de téléphone qui sont là pour vous écouter. Je vais en donner plusieurs. Il y a d'abord Suicide Écoute, c'est le 01 45 39 40 00. Donc vous pouvez appeler, il y a 7 jours sur 7 quelqu'un qui est capable de vous écouter, de vous comprendre et de vous conseiller. Il y a également SOS Amitié, le 09 72 39 40 50. Et puis également, depuis le début de l'année, le gouvernement a mis en place un numéro spécifique d'information et de soutien psychologique pour préserver la santé mentale des Français. Et c'est le 0800 130 000. Voilà. Ces numéros, vous les avez vus, se sont affichés sur votre écran également pour donc cette journée nationale de prévention du suicide qui aura lieu demain, vendredi. Rapidement, 30 secondes, Pascal, pour terminer avec le chiffre de la semaine. Bruno Lina nous l'a donné hier sur le plateau de BFM Lyon, c'est 10%, ça concerne les variants. Oui, 10% de variants anglais sur la totalité des cas de coronavirus. C'est 10% en Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est même 14% a priori au niveau national. Donc on serait a priori un petit peu moins touché dans la région par le variant anglais. Mais attention parce que ce taux ne cesse d'évoluer. Donc soyez plus que jamais prudents. Respectez les gestes barrières. Mettez votre masque, la distance. Bref, vous connaissez tout ça, mais continuez, insistez. On va l'avoir ce variant. Merci Pascal, merci Jean-Yves Blé de nous avoir accompagnés ce soir. Vous restez avec nous, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.